Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Messieurs, bonjour. Bon, comment vous allez déjà? Bonjour à tous, bah ça va et toi? Ça va, tranquille. Ça fait plaisir de revoir le début de la NASCAR quand même. Ça sent un petit peu, on sent les vraies saisons qui reviennent là. Ouais, on sent, c'est le début de la saison au global pour un peu tous les championnats. Alors il y a déjà Ouais. eu la Formule électrique et l'IJTC qui ont donné le coup d'envoi, et même l'IMSA évidemment. Le WRC aussi. Le C'est vrai qu'il y a eu quelques W, trucs. ouais, alors j'étais plus axé circuit, mais c'est vrai qu'il y a le Ouais, c'est vrai, WRC. t'as raison. Mais c'est vrai que pour la partie circuit, quand on arrive déjà au Daytona 500, la saison est bien lancée, parce qu'encore une fois, il y a la FE, il y a l'IJTC, il y a l'IMSA qui lance un petit peu tout. On va arriver, prochaine étape, ça va être la Formule 1. Il y aura quelques étapes Formule électrique et IJTC, mais on va arriver rapidement sur la F1. Et on sent le début de la saison. Et revoir des NASCAR, revoir du Super Speedway, ça faisait plaisir. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est surtout commencer par un super speedway, je trouve ça bien parce que tu as un côté, tu vois, le stage 1 il se passe tranquille, tout le monde est en deux lignes Ouais. de draft, c'est une petite introduction dans la saison, c'est tranquille. Bon, on a Ouais. eu Los Angeles quand même il y a Alors, 2 semaines. Alors, oui, Los Angeles qui a réellement ouvert la saison, en fait. ouais, mais avec une course hors Avec le championnat, cas. donc c'est toujours Ouais. particulier sur un circuit qui est pas du tout représentatif parce que il fait Bien la sûr. moitié du plus petit des short tracks de la saison. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vraiment aimé le show de Los Angeles. Parfois un peu débile parce que le circuit est trop petit et dès que tu as un tête à queue, ça envoie tout le monde dans le mur, etc. Machin. Mais Daytona, c'est bien que ça soit le début de la saison parce que c'est la phrase mythique, mais quand tu réussis ton Daytona 500, tu as réussi ta saison. Quand tu l'as gagné, tu as déjà fini ta saison. Et donc le fait que ça soit dès le premier jalon de la saison, dès la première course, c'est super intéressant, il y a une pression de fou. Et Ouais. c'est pas un round d'observation, c'est déjà tout le monde est à fond, tout le monde a envie d'y aller. Certains ont du mal, certains ont moins de mal. Et tu vois déjà un petit peu les forces qui se mettent en place. Et globalement, ça reste, alors hormis les cas comme cette année ou comme il y a quelques années avec McDowell par exemple, mais ça reste relativement représentatif de la saison qui va suivre. C'est clair, c'est clair. Et puis surtout que les quatre Crown Jewels sont suffisamment bien espacés pour qu'à chaque fois, tu aies une relance, une re-envie de revenir vers ces grosses courses et que les courses entre les deux soient pas trop ennuyantes. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Assez d'accord. Pierre, on va commencer sur ces deux premiers stages. Nous deux, on va laisser Thomas rentrer de son Dans habit le vif de du sujet, lumière pour le stage 3. On va pas faire de coupure pub comme les Américains en ont fait Il lors paraît des qu'il deux y en a eu premiers stages. énormément. Il paraît que c'était un Euh, record de coupures là et que les Américains ont ouais, trouvé la diffusion horrible. Donc on est très très gâtés sur le flux bah, international, mais les Américains ont trouvé ça horrible apparemment. en termes de nombre de tours sous drapeau vert, c'était pas le pire, mais en termes de nombre de coupures, je crois qu'il y en a eu Oui, 23 pendant la c'est course, ce ça. qui est C'est ça. improbable. C'est 23 ou tous les 24, ouais, 10 tours, t'as c'était une très coupure. long, tous les Ouais. 10 tours. Plus en plus, on va pas en parler tout de suite, mais il y a eu la fin qui a été hachée. Et par contre, sur le flux international, on a eu un truc qu'on n'a pas eu depuis longtemps, c'est la Tower Box. Enfin, Hmm, avec tous les temps, etc., les écarts, le oui, top 10 qui reste figé, et pas le ouais. bandeau déroulant qui est qui prend une place monstre et qui est super relou à suivre. Là, la Tower Box, c'était vachement ouais. bien, je trouvais, et c'était une bonne idée de nous le remettre sur le flux international. À voir si ça C'est va clair. rester toute la saison, parce qu'il y a le changement de diffuseur à peu près vers Pocono, quelque chose comme C'est Hmm. ça. ça. Donc à C'est voir ça, si ça va rester. c'est 50-50 à peu Ouais, près au c'est ça. niveau, Donc au à voir niveau. si ça va rester. Mais en tout cas, je pense que pour la première saison, la première partie de saison, pardon, on va être bien gâté là-dessus. Donc je vous laisse Ouais. embrayer sur les deux Ouais, premiers segments que je n'ai pas pour suivis. finir là-dessus, c'est Fox qui change sa charte graphique. Ils ont commencé il Ouais. y a 2 ans avec ces petits personnages en dessin animé que lorsqu'ils montent les. Et ben c'est vachement bien. Moi, je trouve Voilà, ça vachement bien. elle C'est est très plus joli, c'est très bien aérée. fait. Ouais. Ouais, franchement, C'est très c'est pas joli, mal c'est du tout. très bien fait. Et certains championnats devraient en prendre de la graine. Absolument. Mais je les citerai pas. Euh, Pierre, Bah, sur ce stage 1, on n'a eu pas eu et grand-chose, mais on a eu quand même deux petits trucs. bah, après, juste pour finir Vas-y, vas-y, sur ce vas-y. que vous disiez, moi, l'avantage que je trouve, c'est déjà la lisibilité et on a quasiment les changements de position en temps réel. Hmm. C'est pas pour dire, mais à Daytona, c'est plutôt sympa. Ouais, après, sur Parce que Daytona, ça en change. vrai temps réel, c'est difficile, mais effectivement, le tour Oui, par tour est plutôt bon. Ouais, le tour oui. par tour est Bah, pas mal, ouais. on a eu l'exemple, par exemple, on a eu cet exemple, c'est sur la fin du segment 2 où Chastain saute Bowman sur la ligne. Hmm. Où Hmm. Bowman était affiché premier et plap, ça a basculé et c'était Chastain.
Donc, ça là-dessus, c'était assez sympa. Je ne vais pas ajouter grand-chose, Clément, par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire le segment 1, round d'observation, ça a été surtout marqué par le push Toyota, c'est-à-dire push à la base d'Hamlin sur Truex, mais Truex qui, à mon avis, est arrivé un petit peu fort, ça a déséquilibré la 23 de Bubba Wallace. On rappelle que Denny Hamlin est copropriétaire de la voiture 23, donc bon, ça faisait un peu tâche, il s'est excusé à la radio, mais bon, la course de Bubba commençait pas bien, il a été obligé de repasser par les stands, il a pris 2 tours de retard, donc c'était pas la meilleure config. Et à la fin, on a un Keselowski qui sort un petit peu de nulle part, emmené par un Pryce et son coéquipier, et le coéquipier de Keselowski, pardon, Buescher. Donc, premier vainqueur de segment cette année, Keselowski. On peut aussi rappeler que Keselowski, dès qu'il s'agit de Super Speedway, généralement, il est quand même là au rendez-vous. C'est valable pour les Ford en général. Alors effectivement, Keselowski est un très bon pilote de Super Speedway, mais globalement, c'est souvent sur les Super Speedway que les Ford sont devant. On parlera du résultat, mais c'est presque étonnant de voir une Chevrolet gagner. Mais les Ford, ça reste la valeur sûre, entre guillemets, sur Super Speedway. Tu sais qu'elles vont être devant, que ce soit à Talladega, que ce soit ici, ou même sur d'autres circuits comme, qui commencent à se rapprocher du profil Super Speedway, comme Atlanta par exemple. Mais ouais, la Ford, c'est une valeur sûre, elle marche bien, c'est un petit peu historique. Et on voit que malgré les générations, ça reste le cas. Pourquoi, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, il y a une vraie plus-value dedans. Après, finalement, quand on regarde le top 10, c'est pas si marqué que ça, parce que ça se vaut entre Ford et Chevy, mais souvent, c'est une Ford qui gagne quand même sur ce genre de circuit. Alors, ce qui était très intéressant, c'est fin du segment 1, on a aux 3 premières places 3 Ford, reprenez-moi si je dis une bêtise, et fin du segment 2, on a 3 Chevrolet. Je crois bien que c'est ça, ouais. Il me semble Chastain, Bowman, Stenhouse. Donc Stenhouse avait déjà commencé à montrer le bout de son nez. Même si sur le segment 1, du coup, cet incident des Toyota les met un peu dans la mouise, alors qu'en soi, elles étaient plutôt impressionnantes, qu'elles avaient bien géré leur segment et qu'elles méritaient d'être dans le top 10 à la place des Chevrolet, vraiment sur ce segment 1. Sur le premier segment, tu as même 5 Ford dans le top 5. Et 2 de plus pour compléter le top 10. Et dans le stage 2, tu as 2 Chevrolet et une Ford, puisque Logano fait 3e devant Stenhouse. D'accord, ok. Voilà. Merci de la précision. Moi, j'étais resté sur Stenhouse 3e, donc merci. A priori, c'est ce que j'ai trouvé. Et du coup, on a le premier événement, on va dire, majeur, deuxième événement majeur qui a lieu pendant ce segment 2, à savoir un push Jarvik sur Ty Gibbs. Malheureusement, ça ne se finit pas très bien. Je crois que c'est Ty Gibbs qui rebondit sur Blaney. Il y a Jones qui part en cacahuète, il y a Suarez qui part également en cacahuète, et Jones, en étant, en tête à queue, vient gentiment harponner Elliott. Abandon pour la numéro 9. Jones a dû abandonner, et Ty Gibbs également. Non, Ty Gibbs a continué, c'est Tyler Reddick qui a fait à ce moment-là. Oui. Parce que Ty Gibbs, il abandonne, mais plus tard dans la course. Donc, on a ça. Donc, ça enlève quand même pas mal de prétendants. Il n'y a pas eu d'incident majeur à noter au niveau stand. Il y a juste quand Herbst a fait un spin, il y a eu une espèce de mini drapeau jaune, mais qui n'a pas duré. Enfin bon, c'était un peu. Du coup, il y a beaucoup de pilotes qui sont passés par les stands et c'était un petit peu le bazar. Mais à part ça, ça s'est suivi. Après, contrairement à d'autres années, les Ford ne rentraient pas forcément ensemble. Les Chevrolet, c'était assez groupé. Et les Toyota, vu qu'elles sont 6, valait mieux qu'elles restent groupées, quoi. Et bien même comme ça, c'est pas ce qu'on a vu. C'est pas ce qu'on a vu parce qu'il y a eu, sur les derniers drapeaux verts, on a vu par exemple d'un côté Truex et Hamlin qui rentraient plutôt avec les Chevrolet. Ou les Ford, parfois ça dépendait un petit peu, mais ils rentraient avec un autre constructeur, et de l'autre côté, Bell et les autres Toyota restants, donc a priori plutôt Gibbs, rentraient avec un autre constructeur. Donc ils n'étaient pas forcément dans le même groupe, et même sur le dernier arrêt sous drapeau vert de Bubba Wallace,
il restait encore 4 autres Toyota. Moi, je me suis dit que tout le monde allait rentrer en même temps parce que ça aurait légèrement anticipé l'arrêt des autres, mais de quelques tours finalement, parce qu'il n'y a pas eu tant d'écart. Il y a dû y avoir 6 ou 7 tours d'écart sur l'arrêt, enfin pour Bubba Wallace, qui était 6 ou 7 tours en avance. Et je pensais que toutes les Gibbs, on va dire, enfin toutes les Toyota, allaient rentrer ensemble pour avoir au moins un groupe de 6 qui va être à peu près aussi performant que le reste du peloton et pas avoir une voiture qui décroche, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est rentré tout seul. À ceci près qu'il me semble que Bubba Wallace, à ce moment-là, je ne crois pas qu'il était dans le même tour que les autres. Alors si, il était dans le même tour et c'est après qu'il a perdu un tour, il me semble. Si oui, c'est ça, il était dans le même tour et il s'est arrêté. Mais ouais. Et après, il avait un mandatory à faire, mais les Toyota auraient peut-être pu l'accompagner. J'ai plus en tête s'il pouvait, mais du coup, ça lui aurait permis de pas. Pour moi, ça s'est joué à 6 ou 7 tours en fait. Bubba Wallace s'est arrêté 6 ou 7 tours avant. Et c'est là où je suis un petit peu étonné que tout le monde ne l'ait pas accompagné, parce qu'encore une fois, je pense qu'à 5-6 voitures, on arrive à avoir un pack qui est relativement performant et qui vaut les performances des autres voitures sur l'anneau. Donc c'était assez étonnant qu'ils ne jouent pas la carte de la solidarité. Je pense qu'ils avaient peur de se diluer, parce que finalement, quand tu es si peu, ça va vite de t'étirer et de te mettre dans un faux rythme par rapport au reste. Et donc je pense qu'ils avaient un petit peu peur de ça. En tout cas, c'est la seule explication que je vois. Et c'est peut-être dommage, il y avait peut-être un coup à jouer là-dessus. Les Toyota, en général, sont assez en difficulté sur les super speedway. C'est dommage de ne pas avoir joué la carte de la solidarité jusqu'au bout. Quand tu n'es pas beaucoup, il faut s'entraider, je pense. Et puis après, on le rappelle, c'est-à-dire on est sur Super Speedway, donc à partir du moment où on est décroché, c'est un peu terminé, quoi. Exactement. Ça, si t'es pas dans le draft, c'est foutu. Et ça, tous ceux qui ont fait 2 tours de simulateur le savent. Tu peux avoir une demi-seconde d'écart au tour, et une demi-seconde à Daytona, tu passes de la première à la dernière place très facilement. Exactement. Et donc tu prends très vite un tour. Et on l'a vu, dès qu'il y a un pilote qui décrochait, souvent à cause de dégâts aéros, je pense à Blenny par exemple, mais dès que tu commences à décrocher, tu perds un tour, tu laisses passer le pack, donc tu repères de la vitesse, le temps de te remettre, etc. Ils sont déjà derrière, tu perds un deuxième tour, un troisième tour, et ça se finit plus. Ouais, c'est un cycle infernal. Mais pour revenir sur les arrêts au stand de Ford, moi je trouvais très intéressant qu'ils se split sur le dernier arrêt au stand, parce que ça leur permettait de rester au contact de tout le monde. Au contact des Ford, au contact des Toyota, au contact des Chevrolet, et leur propre rythme à eux qu'ils ont fait avec un dernier groupe, je sais plus qui est rentré dans le dernier groupe des Ford, mais le fait qu'ils se soient splittés en 3, c'était hyper intéressant parce que ils étaient capables de couvrir toutes les stratégies, et j'étais étonné que Chevrolet le fasse pas et se pack. Parce que s'il y aurait eu un drapeau jaune à ce moment-là, tu n'étais pas forcément bénéficiaire, là où les Ford étaient forcément bénéficiaires du drapeau jaune par stratégie. Ouais, t'as raison. Et ça peut amener, moi je pense que ça peut amener pour les prochaines courses sur Super Speedway, ça peut amener aussi, tu vois, une stratégie plus fluide des Chevrolet, qui peuvent se dire aussi on va se splitter en 2-3 groupes. Et finalement, plus avoir ce truc stéréotypé de les Toyota s'arrêtent, les Ford s'arrêtent, les Chevrolet s'arrêtent, mais en fait, des écuries s'arrêtent et un jeu de bluff plus important. Ouais. Et c'est là où des grosses écuries vont peut-être tirer leur épingle du jeu. Et par les grosses écuries, j'entends celles qui ont 4 pilotes. Alors, il y avait évidemment la Hendrix, peut-être chez Ford la Stewart, mais avec 4 pilotes, tu peux faire 2-2 très facilement. Oui. Que si tu n'as déjà que 3 pilotes, c'est difficile d'en mettre un à l'écart. Et quand tu as 2, encore plus. Donc effectivement, je pense que les grosses équipes qui ont 4 voitures vont commencer à y réfléchir. Et peut-être que Toyota a mieux joué le coup. Alors ça n'a pas payé, mais ils ont peut-être mieux joué le coup, tu as raison. J'avais pas pensé à ça comme ça. Et pour revenir vite fait sur le stage 2, parce que tout à l'heure vous êtes allé sur le stage 3, mais on parlait de la diffusion internationale. Au moment du drapeau jaune lors du deuxième segment, la diffusion internationale a diffusé le crash, lorsque la diffusion américaine est rentrée en pub pile à ce moment-là, quand on parlait des pubs catastrophiques. Celle-là, si vous la retrouvez, elle est sur Twitter, je pense qu'on l'a repartagée avec le compte. Voilà, avant le crash, qui est complètement dingue. Tu vois la pub Burger King et le crash en gros, tout de suite tu sais pas ce qui se passe. C'est typiquement il y a 10 ou 15 ans. C'est typiquement il y a 10 ou 15 ans sur TF1 avec la pause pub, il se passe un truc et Malbranc qui te dit vous avez raté le meilleur. On s'est fait chier pendant 1 heure et là vous avez raté le meilleur pendant 3 tours. Il y a tout le monde qui s'est arrêté, il y a Schumacher qui a cassé son moteur et il y a Alonso qui va être champion. Enfin, flashback de Suzuka 2006. Pour les connaisseurs. Ah, ça, les vieilles personnes s'en rappelleront. Évidemment. C'est plus des vieilles personnes que les connaisseurs. Nous sommes des vieilles personnes. C'est ça, ouais. Mais bon, dans la bonne catégorie.
Si on revient quand même sur ces derniers tours et sur ce résultat final, je ne sais pas si vous voulez parler tout de suite du résultat final ou si vous voulez parler des derniers tours avant, On va des parler petits des incidents derniers comme ça. tours parce que Vas-y, ça vas-y, reste vas-y. assez important. J'ai trouvé ça très dommage que pour du coup Alors, c'est vrai que Daytona, il y a toujours le Big One, il est inévitable. On n'aime pas le voir, on n'aime jamais le voir parce qu'on a vu les pilotes mal s'en sortir. Je pense par exemple à Dale Earnhardt Jr. pour le dernier avec qui ça s'est mal passé. Je ne vais même pas parler de son père évidemment. On va Il y s'éviter a, cet affront. Mais il tu- n'est pas seul, hein. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Stewart aussi qui a eu des problèmes, etc. Il y en a il y a beaucoup Ryan, récemment. il y a Ryan Newman aussi qui Il y avait a marqué. Ryan Newman, tu as raison, en 2020, il me semble. Je crois que c'est 2020, l'accident de Alors, Ryan Newman. Kyle Busch, je crois que il s'était crashé en 2015, mais c'était pendant Alors, la Kyle saison Busch c'est 2015, mais Newman, je crois que c'est 2020. Ouais. Et effectivement, ça, c'est des choses qu'on n'aime pas voir. On sait que c'est là, mais on ne regarde pas pour ça, évidemment. Les deux premiers stages étaient un petit peu trop calmes sur ce point. C'est vrai que souvent, tu as quelques gros éliminés dès le premier stage. Assez tôt dans la course, ces dernières années, on a vu un gros nom qui partait. Là, on ne l'a pas vu. Et c'était chaud bouillant. Enfin, on parlait entre nous là en texte. On sentait tous que c'était chaud bouillant là, sur les 4-5 derniers tours. Il y avait Kyle Busch, enfin, il y avait les deux RCR derrière les deux Roche, Fenway Keselowski. Donc avec Boucher et Keselowski justement, et on s'est dit, alors déjà le duel qu'on n'a pas vu depuis 15 ans, la Roche face à la Childress, ça je crois que c'était inédit pour tous les gens qui regardent la NASCAR de moins de 10 ans, moi y compris, et du coup on s'est dit mais ça va mal finir parce que les deux Childress vont tenter un truc, peut-être à 2 tours de la fin juste avant le drapeau blanc, et finalement ils ont tiré un tout petit peu plus tôt, 4 tours avant la fin. Donc les deux Childress se sont décalés avec Kyle Busch devant dans la 8 et Austin Dillon dans la 3 juste derrière. Les deux ont enquillé et les deux prenaient une belle avance. Mais pour moi, à ce moment-là, ils étaient inarrêtables et la victoire était pour eux. Il s'est passé que Suarez a légèrement été déventé, etc. Il a fait un tête à queue. Donc à l'américaine, drapeau jaune évidemment. Course interrompue et on relance. On relance pour un premier overtime qui se passe pas très bien. Donc un deuxième overtime. Et là, on a finalement la prise de pouvoir par Logano d'abord. Et on s'est dit, ça y est, elle est pour Logano. Il va nous faire le sweep après la finale de Phoenix. Il va gagner la première course de 2023. Il ne l'a pas fait. Au moment de l'accident derrière, qui prend en fait quasiment tout le peloton, la NASCAR lève le drapeau jaune. Et au moment de l'accident, Logano est devant. Au moment du drapeau jaune, c'est Stenhouse qui est devant pour quelque chose comme ça, je pense. Donc ça nous a surpris sur le coup que la NASCAR ne laisse pas courir, mais en fait dès la 3e ou 4e place, ils sont déjà dans le mur et c'est à ce moment-là que tu peux pas laisser parce que derrière il y a encore 20 voitures qui arrivent à toute berzingue et tu peux pas te dire que tu laisses passer le peloton à fond là-dessus. Et donc pour revenir à ça, quand j'avais dit que je pense que Kyle Busch devait lancer son offensive à 2 tours de but juste avant le drapeau blanc, bah du coup il aurait peut-être dû le faire parce qu'en le lançant à 4 tours, ils se sont mis un peu vulnérables au fait qu'il y ait un drapeau jaune avec overtime, etc. Et je pense que ça leur a coûté la victoire. Et bonsoir à Tim dans le chat. On a vu la mine dépitée de Childress. Hein. Ouais, c'est normal. Childress, ça fait combien de temps qu'il n'a pas gagné un Daytona 500? En plus, avec son nouveau pilote phare, etc. Tu vois, il y avait de l'enjeu. Et le fait que Kyle Busch fait déjà un très beau clash il y a 15 jours, 3 semaines, et en plus, là, il faisait un très beau Daytona 500. Il avait sa carte à jouer, il était dans le top 5, et finalement, il ne va pas pouvoir en profiter. Je comprends qu'il ait un peu les boules. La bonne nouvelle, c'est qu'il montre quand même que sur Super Speedway, va peut-être falloir compter sur lui. Il va peut-être falloir compter sur lui aussi parce que je pense que grâce à la Chevrolet, il a un rythme qui n'est pas celui des Toyota. Toyota, ça fait des années, à part les 2 victoires coup sur coup de Denny Hamlin en 2018-2019, je crois, où il gagne coup sur coup, ou 2017-2018, enfin bref, un des deux. À part là, les Toyota sur Super Speedway sont jamais très bonnes. Effectivement, Kyle Busch était toujours un petit peu dans le pack. Bell était un poil inexpérimenté là-dessus. Voilà, c'était un bon pilote de Super Speedway, c'est vrai, mais dans une équipe un petit peu en retrait. Et on prend Truex. Alors là, Truex, c'est la première fois qu'il fait un bon Super Speedway depuis des années, parce que Truex, il est toujours 30e. Hein. Sur les Super Speedway, toute la course, il est 30e. Il marque jamais un point de segment, et je pense que ça lui a joué des titres aussi, mais il marque jamais un point de segment, il est toujours 30e. Il a, je pense, un peu peur d'être pris dans un crash, donc il se met derrière. Au final, il s'est quand même fait prendre dans un crash en étant dans le milieu du peloton. Il n'a pas été trop souvent devant. Mais ça montre aussi que la Toyota ne marche pas très bien dans ce genre de pack avec des très grandes vitesses. Il y a des avantages chez Chevrolet qui a un nouvel avant
Là, je disais juste avant, les pilotes Chevrolet disaient qu'ils ont redessiné en fait tout le capot et tout le pare-choc qui permet d'avoir un meilleur coef aéro et de mieux pusher. Donc les contacts entre le bumper arrière et le bumper avant sont plus planes et ça permet de mieux pusher. Et on l'a vu, les pilotes Toyota étaient beaucoup plus agressifs, Chevrolet pardon, étaient beaucoup plus agressifs et il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de tête à queue, il n'y a pas eu tout ça, à peu de choses près. Donc c'était assez intéressant et je pense que maintenant les Chevrolet et à peu près toutes les Chevrolet, parce qu'on a vu des Hendrix, on a vu des Childress, on a même vu une JTG d'Averty, sont peut-être des vraies alternatives aux Ford sur les super speedway et les pronos seront un peu plus durs. Oh, je pense que j'en reviens juste rajouter la Trackhouse. Hein. Oui, aussi, la Trackhouse, évidemment. J'en reviens juste sur deux petits trucs déjà dans le chat. On dit j'y connais pas grand-chose à NASCAR, je viens de découvrir avec vous. On débriefe la première course de la saison, qui est la plus grosse course de la saison. Exactement. La plus prestigieuse. Il commence par la plus prestigieuse, c'est la NASCAR. Et deuxième chose, je voulais revenir sur cette histoire de drapeau jaune pour finir. Dans le dernier tour. Je pense qu'il y a aussi un truc qui a marqué, en tout cas moi ça m'a un peu marqué, c'est ce qui s'est passé avec Roche Chastain sur le drapeau jaune précédent, où tu sais il y a une voiture qui remonte sur la piste et lui il la prend de côté et il tape, je crois que c'est Roche Chastain qui tape très fort. Et on sait qu'avec les NASCAR depuis l'an dernier, avec cette nouvelle Next Gen, on a des chocs qui peuvent paraître pas très impressionnants, qui peuvent avoir des sacrées séquences, des sacrées séquelles pour les pilotes. Kurt Busch en est témoin. Et je pense que ce choc-là, qui sur le coup nous a plutôt choqué, et d'ailleurs les commentateurs français, Pathé Phil, ont été aussi assez choqués de ça. Peut-être que ça a refroidi tout le monde et qu'on s'est dit, effectivement, comme tu disais Thomas, vu que c'était les voitures 3 à 10 du pack qui étaient déjà dans le mur, on n'allait pas commencer à faire le risque, à mettre pour les voitures qui étaient P30 à ce. Alors, je suis pas sûr que c'était Chastain, parce que Chastain finit 9e au final, mais oui, il y avait une. Il me semblait que c'était Chastain. J'ai souvenir que c'était un mec qui a un pied très lourd de base. Mais, alors, effectivement, je sais qu'à un moment, Chastain est passé dans le pack sans lever le pied. Et ah oui, si t'as raison, parce qu'en fait il y a la voiture qui est comme ça, il la tape par l'avant. Oui, t'as raison, c'est bien Chastain. Voilà, je me suis dit, mais voilà, ça peut être que lui. C'est le mec, il est pied de balle tout le temps, même sur les short tracks. Et donc, surtout du côté du mur. Effectivement, voilà, surtout du côté du mur. Parce qu'on rappelle que c'est lui qui avait longé le mur pour venir gagner des places et se qualifier pour la finale à Phoenix. Et non pas pour être rétrogradé en Division 2 comme certains. Pour ceux qui, j'ai enfin vu la vidéo de Villebrequin ce week-end, ça m'a mis des sueurs froides. Bon, apparemment. Si vous êtes nouveau en NASCAR, ne prenez pas la vidéo de Villebrequin, c'est son exemple. Le contenu de Villebrequin est très bien, mais pas cette vidéo. Voilà. Sur Chastain dans le mur à Martinsville, on nous dit masterclass de pilotage. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça avant et qu'on ne reverra jamais ça après. Parce que ça a été interdit par la NASCAR. Ça a été interdit, mais ça c'était prévisible. Oui, ça s'appelle du QI course. Voilà. Mais au point que la Trackhouse, donc l'écurie qui gère cette voiture-là, a dit qu'ils allaient laisser la voiture en l'état et la mettre au musée parce que comme ça va être un événement unique dans l'histoire, il faut que cette voiture soit affichée en grand chez tout le monde et qu'elle soit mise dans un musée. Et je trouve ça fantastique en fait qu'on capitalise là-dessus, c'est magnifique. Surtout qu'il y a c'est un incident qui l'a un peu brusqué, mais où il n'y a pas eu de dégâts humains. Donc c'est super intéressant de mettre ça en avant. Ça montre tout le sel de la NASCAR. Voilà. Et on rappelle que la Trackhouse Racing est détenue par Pitbull, Mr. Worldwide. Rien que pour ça, à chaque course, moi, je porte le maillot Pitbull. Je suis là pour. On représente. Messieurs, vu qu'on a parlé de ce Daytona 500, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot sur Logano pour finir. Est-ce qu'on était triste pour Logano? Moi, j'étais légèrement triste. Après, je me suis rappelé que c'était Logano, donc j'étais pas très triste. Voilà. Mais pendant une seconde, je me suis dit, oh le pauvre chouchou, il était en tête. Ah non, c'est Logano. Bon. Non, mais c'est bien que ça soit autre chose qu'une Force, c'est bien que ça soit autre chose que Logano. Pas d'état d'âme. Voilà. Ce week-end, on va à l'Auto Club. Pas trop d'état d'âme non plus. J'apprécie pas spécialement le personnage. Je ne mettrai pas en doute les qualités du pilote, j'en suis bien loin. Mais le personnage par lui-même reste assez antipathique. Moi, la seule chose que je retiens, c'est les implants capillaires. Ouais, alors après, il n'est pas seul, hein, il y en a d'autres. Un Sébastien Vettel ou un Lewis Hamilton doivent avoir le même coiffeur. Hein. Ouais. Parce que aller chercher, enfin, c'est pas drôle, hein, mais aller chercher les photos d'Hamilton en 2009, 2010. Et comparé aujourd'hui. Le garçon était chauve à 24 ans, hein, il faut le dire, la calvitie. Bon, voilà. Mais ils ont raison, hein, si c'est les complexes, tant mieux qu'ils en profitent. Je serais juste curieux de savoir combien
combien il dépense en coiffeur? Est-ce que Trop c'était cher pour plus, toi. Trop cher est-ce que pour toi. c'était Trop plus cher. ou moins que François Hollande? Trop cher, trop cher. Surtout quand on voit les gains de course cette année en NASCAR, puisque là on avait 8 millions de prize money juste pour cette course-là. Enfin, Ouais. c'est vraiment pas mal. Du coup, messieurs, on a un peu dérivé, mais ce week-end c'est l'Autoclub, deuxième manche de la saison, et dernière année sur l'Autoclub normal. Est-ce que c'est la Ouais, dernière année? Ouais, ouais. oui, parce Et que les travaux commencent juste après. Voilà, parce j'allais vous que demander c'est qu'est-ce ça. qu'on en pense. Pierre, je te laisse commencer. Qu'est-ce qu'on en pense de ce futur autoclub en short track? Est-ce qu'on déteste ou est-ce qu'on n'aime pas? Moi, personnellement, j'attends de voir. On a vu la transformation dans un autre sens, c'est-à-dire de mémoire Atlanta. Atlanta qui maintenant est devenu un super speedway. Ça m'a pas trop choqué, c'était plutôt bien fait. Là, j'ai du mal à me projeter sur un ovale de 2 miles qui va être réduit à, disait 1,5 miles, je crois, c'est comme ça. Ah non, même pas, ça va être un short track, Non, même donc ça pas, va être un ça va devenir un demi-mile. short Non, track, non, donc c'est pardon, un demi-mile. Un Pardon. demi-mile, un oui, un demi-mile. demi-mile. Ouais. J'avoue que j'ai un peu de mal à me représenter. Après, j'ai l'impression que c'est une volonté, comment dire, des détenteurs de l'autoclub d'insuffler une espèce de nouvelle dynamique au niveau du circuit en proposant quelque chose d'un petit peu plus spectaculaire. Et la solution, apparemment, serait les short tracks. Moi, je suis un petit peu étonné. Je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire autre chose. Peut-être d'utiliser. Est-ce qu'on peut être réaliste sur. Est-ce qu'on peut être réaliste et dire que en fait ils vont utiliser qu'un tiers des tribunes et ça tombe bien parce qu'ils remplissaient qu'un tiers des tribunes? Ouais, C'est un ouais, il y a de peu. ça aussi, hein. Effectivement, alors le côté positif de ce projet, c'est que, on va dire, l'empreinte physique du circuit va être à peu près la même, puisque tout va se passer dans l'enceinte actuelle du circuit, donc il ne va pas y avoir d'expansion ni rien, donc on va pas toucher aux alentours, donc ça c'est très bien. Effectivement, je pense que Clément, tu as raison. Aujourd'hui, la NASCAR est aussi en perte de popularité, et les circuits qu'on a bâtis dans les années 80-90, au gros boom de la NASCAR, avec encore toutes les légendes, les Petty, les arrivées des Gordon, etc., ça ramenait du monde qui ne vient plus forcément aujourd'hui pour plein de raisons qu'on ne va pas évoquer ici parce qu'on n'a pas le temps et on s'en fout. Mais effectivement, je pense qu'il y a une volonté aussi d'avoir des circuits plus attractifs avec des capacités réduites, qu'on remplit plus. Et dans le même temps, quand les vieux de la vieille parlent des grandes heures de la NASCAR, on parle de saisons où il y avait un tiers ou la moitié de circuits qui étaient des short tracks. Donc c'est pour ça que récemment, on parle beaucoup de refaire des short tracks, je pense à Narubisboro, etc. Et c'est pour ça que l'Autoclub Speedway va suivre ce chemin-là et avoir des virages très très relevés un peu à la Bristol. Alors j'espère qu'on aura un vieux Bristol avec 2 trajectoires possibles et pas juste la trajectoire basse. Ouais. Ça, on verra, on va lui laisser sa chance. Mais effectivement, c'est quelque chose qui va être dans l'air du temps parce que on veut, comme un peu partout, hein, enfin c'est le cas aussi en F1, on joue sur la fièvre un peu nostalgique des années 70-80 et des technos de l'époque et des courses de l'époque. C'est Parfois pour ça des qu'on noms de revient en l'époque. Las Vegas en F1 qui était un succès des années 80. Ah mais tu vois, ne serait-ce que l'effet de sol, pour parler des vrais trucs, mais ne serait-ce que l'effet de sol, tu enregistres des voitures à l'effet de sol. Je pense que ça fait des années qu'on dit qu'il y a des problèmes en F1 avec l'aéro, on revient à l'effet de sol. Et là, c'est un peu pareil. Alors les voitures ont énormément évolué, donc c'est un peu paradoxal parce que les voitures sont plus du tout ce qu'elles étaient il y a 10 ans en NASCAR. Mais on revient quand même là-dessus, on essaie de recréer du drama là-dessus. C'est vrai que les courses enfin on va pas se mentir, sur 2022, les courses sur les circuits de moins d'1,5 mile étaient très plaisantes, les super speedway aussi. Même les 1,5 mile n'étaient pas si mal par rapport à ce qu'on a pu connaître en Gen 6. Donc il faudra lui laisser sa chance. Maintenant, l'Autoclub, c'était un circuit assez intéressant pour son revêtement, pour la forme de son virage, etc. J'espère qu'on ne va pas perdre un truc pour créer un énième short track inintéressant, si jamais c'est le cas. C'est ça, enfin, Pierre parlait tout à l'heure du fait qu'on ait transformé Atlanta en Super Speedway. S'il y avait un circuit qu'on devait transformer en Super Speedway, c'était celui-là parce qu'il était plus long, parce qu'il y avait plein de trajectoires, parce que les vitesses étaient folles. Enfin, il y a tellement de choses à faire, mais après, la NASCAR gagne en popularité à certains endroits, pas à d'autres. La Californie fait partie des endroits où tu perds en popularité. C'est aussi une question de démographie et de population qui y est. Et forcément, quand tu as déjà beaucoup de circuits californiens, le moins populaire doit se réadapter pour pouvoir survivre. Et tu parlais de North Wilkesboro qui revient cette année en Trucks Series. Ça fait partie des trucs où effectivement. Il revient en Cup. Hein. Il revient en Cup aussi. Il revient en Cup à Wilkesboro, ouais.
Ah, bah tu vois, bah, j'ai oublié ça. Mais ça, c'est typiquement, on est sur la fibre nostalgique. Ah bah exactement, Euh, enfin, dans Woodsboro, ça doit faire 25 ans qu'on n'y a pas C'est roulé, enfin ça. j'exagère à peine à mon avis en disant ça. c'est bien dans ces eaux-là, ouais. Et donc oui, c'est typiquement ça, c'est les grandes heures soit de Dale Earnhardt Senior, soit de Petty, soit de Gordon, et on essaie de jouer là-dessus pour ramener du monde. J'espère que ça va marcher, parce que la NASCAR mérite d'être populaire, la NASCAR mérite d'avoir du monde sur ses circuits, parce on a des belles courses, on a une forme de course qui est intéressante, on a une conception du sport auto qui est totalement différente de ce qu'on a en Europe. Et on le retrouve aussi un petit peu en IndyCar, hein, qui n'est pas juste des NASCAR avec des Formule 1. Mais il y a une conception du sport auto qui est totalement différente de ce qu'on connaît, et ça reste, ça reste rafraîchissant de voir ce genre de course. Alors, peut-être pas Et les 36 courses pour tout le monde, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais voir quelques courses importantes comme ça dans l'année, ça reste rafraîchissant d'un point de vue culture sport auto. Voilà. Et puis on rappelle aussi que la NASCAR est en perpétuelle concurrence avec les autres sports américains très suivis, à l'image de la NBA et de la NFL. Ouais. Oui. Précision sur Northwestboro, je viens de regarder, c'est la All-Star en fait qui va C'est ce être à que j'étais en train de dire, mais Northwestboro. ça a bugué. Mais oui, c'est la All-Star et elle est que en trucks en saison régulière. C'est la Ouais, c'est All-Star ça. qui est. Donc la All-Star Ouais, qui avant était à Charlotte, évidemment. j'avais cru louper Et ça, qui a mais. été et qui avait lieu, il me semble, l'année dernière au Texas. Oui, Ouais, c'est bien oui, possible. Ouais, absolument, absolument. Ouais, ouais. exactement. Messieurs, ce week-end, il n'y a pas que de la NASCAR. Nous avons deux autres championnats qui courent. Ah, ça y est, on arrive dans les week-ends où il va falloir se jeter un peu partout. Là, on aime bien. Sortez vos calendriers, sortez Et vos téléphones portables. c'est clair. Et en plus, on va avoir, enfin, franchement, c'est un week-end très varié parce qu'on a du stock car avec la NASCAR, on a du top place avec qui a la. Donc, on est. C'est où, Clément, pardon, la formule électrique? J'ai pas. C'est à Cape Town, excuse-moi, Ok, mon Cape écran a Town. légèrement frisé. C'est à Cape Town, c'est la première fois qu'on utilise ce circuit. C'est la D'accord. deuxième fois, il me semble, que le sport auto se rend sur un circuit urbain après la 1GP à Durban dans les années 2000, pour ceux qui avaient oublié. Euh, c'est-à-dire tout le monde. Ouais, ça va être un circuit autour du stade de Cape Town. Et Attends, je sais pas si. l'Afrique du Vas-y. Sud est super à la nord ce week-end alors. Parce Ah qu'entre bah oui, Cape oui, Town parce que nous et. avons. Oui. Mais ça c'est encore une fois le calendrier mondial du sport auto qui va les mêmes week-ends en Afrique du Sud, comme on va les mêmes week-ends au Japon ou quasiment les mêmes week-ends faire toutes les séries, ce qui fait qu'il y a moins de gens en tribune parce que C'est ça. tout le monde peut pas être là partout. Tu as deux événements internationaux dans l'année et il faut que ça tombe le même week-end, donc tout le monde n'ira pas. Enfin, Non comme, mais c'est. comme quand tu as eu en frontal le Texas en F1 avec une course de NASCAR qui est une course couperée où il y a deux éliminés. Enfin, mettez-vous d'accord, quoi. Non mais c'est clair. Et surtout que qui a mis en IGTC, les 9 heures, avant c'était plus vers octobre, novembre, même Ouais. les années avant Covid, les années après Covid, on était dans ces eaux-là. Là, qu'est-ce que tu viens faire une course en masse? Alors je comprends parce que tu as 5 courses à caser dans l'année, tu as une question de calendrier et il faut que tu rattrapes avec le Covid. Mais enfin, Je pense qu'un des problèmes de l'IGTC, c'est que, alors ce qui est très bien, c'est que du coup, les séries SRO utilisent des GT3 partout, il y en a beaucoup. Et même pas que des séries SRO, parce que je pense par exemple à la DAC GT Master qui utilise les GT3 mais qui ne doit pas être organisé par SRO. Mais tu as ça, tu as les GT World un peu partout, etc. etc. t'as Et je pense, Creventic, voilà, c'est ça. exactement. Et donc, du coup, je pense que, et il y a des pilotes, ça faut le dire, c'est ça qui est fantastique avec cette génération de GT3 et qui va s'étendre à partir de 2024, puisque les GT3 vont intégrer le WEC, c'est que maintenant les pilotes, ou en tout cas une écurie avec ses pilotes attitrés, va pouvoir courir dans 5, 6, 7 championnats à la fois, un peu partout aux quatre coins du monde. Et tu te retrouves même avec des cas où tu as des grosses usines, des Mercedes, des Audi, des Porsche, des BMW, qui ont des pilotes usines attitrés qui font courir un petit peu partout aux quatre coins du monde tous les week-ends. Et tu prends un Jules Gounon, pour donner un exemple connu, mais il roule quasiment tous les week-ends dans sa Merco. Et je trouve ça fantastique parce qu'avant, on avait l'impression que l'endurance au sens large, et principalement avec le WEC, ils avaient 5 courses dans l'année, c'était basta, et tout le monde s'en foutait. Et maintenant, le GT3 revient au premier plan grâce à SRO, je trouve, qui fait un super boulot là-dessus. Ouais, Et ça c'est vrai. en ayant des courses des séries très transversales avec les mêmes voitures qui s'appliquent partout, bah, du coup, un pilote, il peut avoir un calendrier et tu prends des Gounon, des Vantore, les deux frères, etc. Ils doivent courir quelque chose comme 35 week-ends dans l'année ou 40 week-ends dans l'année.
presque autant qu'un pilote de NASCAR, mais un pilote de NASCAR, il fait ça aux États-Unis, eux, ils font ça à l'échelle du monde entier, quoi. Et je trouve ça fantastique d'avoir des pilotes comme ça, que tu peux comparer entre séries. En plus, tu n'as pas l'écosystème comme à la F1 où les pilotes restent entre eux et tu peux les comparer qu'entre eux. Là, ils ont à peu près tous les mêmes voitures avec les BOP, les machins, les trucs, et tu peux comparer tout le monde avec tout le monde. Et je trouve ça fantastique, quoi. Enfin, moi, ça m'excite vraiment. Tu peux pas tout suivre. Moi, je sais que cette année, ça va être GT World Europe et ADAC GT Master. Je vais pas les lâcher. Et un petit peu des JTC, mais je trouve ça vraiment fantastique. Ouais, c'est clair. Et puis, tu vois, tu prenais comme exemple les mecs qui peuvent faire l'IMSA et aller à l'autre bout du monde. Jules Gounon, il a fait le Daytona 500 et la semaine d'après, il était au Bathurst 12 en Australie. Et ouais, pas mauvais à chaque fois, quoi. Pas mauvais à chaque non, fois. et pas mauvais, mais l'Armada Mercedes. Mais il fait ça si vous regardez. Oui, aussi, ouais. Mais l'Armada Mercedes, quand les GT3 vont être acceptés en WEC, il va falloir que Ferrari, Porsche se mouillent la nuque, hein, parce que les mecs comme Mortara, comme Gounon, comme j'ai oublié notre ami Raffaele Marcello, ça va faire très très mal quand ça va arriver. Donc, ça va faire très mal. Et le roster Ferrari, etc., il me semble un petit peu léger. Donc là, surtout qu'ils ont mis une partie de leur roster qui est partie en LMH, donc ils l'ont splitté en deux. Mais oui, il part un peu léger par rapport au roster Porsche et Audi et Mercedes. Et tu vois, ils sont en train de perdre certains. Là, tu vois, on voyait une Dorian Pain là, qui pouvait faire des choses et qui en fait a été aspiré par du Lamborghini finalement. Enfin, ça va être un peu compliqué. Il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas capitalisé. Ils viennent de lancer la 296 GT3 en même temps que Corvette a lancé la C8 GT3. Et c'est peut-être une erreur de ne pas avoir un gros roster de pilotes parce que derrière, quand il va falloir mettre de l'argent dedans et mettre des pilotes au premier plan, enfin, l'argent a déjà été mis, maintenant il va falloir mettre des pilotes et là ça va être compliqué. Et tu vas te retrouver avec des Mercedes, Audi, Porsche. Et un peu de BMW parce qu'ils ont sauf Rossi. Oui, aussi BM, ouais. Mais BM va se retrouver dans la même problématique que Porsche et que Ferrari, c'est-à-dire splitter ses pilotes entre LMH et GT3, là où Mercedes n'aura pas ce problème-là. En endurance, ça sera GT, 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 et ce sera beaucoup plus simple pour eux de réussir à faire ça. Mais ouais, pour les ce week-end, ouais, on n'aura pas une grosse grille à Bathurst, on n'aura que. Pas à Bathurst, à Calamy, on n'aura que 13 voitures, mais sur les 13, on a au moins 5-6 qui peuvent jouer la victoire. Et honnêtement, 5-6 GT qui jouent la victoire pendant 9 heures, tu sais que ça va se batailler, tu sais que ça va être une course très serrée, et ça peut suffire, même si le fait que ça soit une course pas liée à un autre championnat, parce qu'il n'y a pas de championnat de GT Africa, ou GT Sud-Africa, ça fait forcément des grilles plus petites que quand ils vont aux États-Unis ou en Australie ou en Belgique, où là c'est des grilles énormes parce que tu as des championnats pour venir faire le nombre, quoi. Et d'ailleurs, toi qui es un petit peu spécialiste là-dedans, en IGTC cette année, avec tout le chamboulement qui est autour du GT au sens large, GTE, GT3, il y a toujours les pros, les silver, les pro-am et les am, ou ça s'est un petit peu plus professionnalisé ou amateurisé, entre guillemets, sur le championnat cette année? Parce que j'ai pas forcément suivi les courses IGTC pures. Ouais, toujours. D'accord, ok. Bah, ça, du coup, si vous connaissez pas le GT, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on a des équipages qui sont très mixtes. Alors, il y a une catégorie, il y a des catégories FIA entre platine, or, silver, bronze et amateur. Et on mixe un petit peu tout ça parfois ou pas, ça dépend un peu des catégories. Et du coup, on a parfois des voitures, des catégories très hétérogènes, mais aussi certaines qui sont très homogènes. Et on le voit là, typiquement à Bathurst, le finish était fou jusqu'à très très loin, ça s'est battu. À une pénalité près, on avait une des courses les plus serrées de l'histoire. Donc c'est intéressant. Et suivez un petit peu l'endurance LGT si vous avez un peu de temps. Parce que là aussi, c'est une autre approche du sport auto. Si vous connaissez que la monoplace, c'est très différent d'avoir des gens qui partagent les voitures. Et avec différentes catégories de pilotes. Et des fois, il y a des pilotes sous-classés en silver ou en bronze qui performent des fois très très bien et c'est un petit peu impressionnant. Et puis surtout qu'on va avoir d'ici 2 ans la convergence des 4 gros pôles, c'est-à-dire SRO, l'IMSA, l'ACO et Creventic qui vont avoir tous la même catégorie avec le G3, tu disais. Et là, du coup, on va se retrouver avec peut-être 35 à 40 courses dans l'année, potentiellement pour certains pilotes. Et du coup, un niveau qui fait que monter, que l'expérience, des gros très bénéfiques. Tout à fait, et c'est là que tu vois que le WEC qui est en perte de vitesse parce qu'au final il n'y a que les GTE et le WEC, enfin les GTE ne sont utilisés qu'en WEC, donc personne n'a plus envie d'investir. Et en ELMS. Et en ELMS, exact. Mais tu vois, ça fait qu'on se retrouve toujours avec des 488 GTE par exemple qui ont pas loin de 10 ans maintenant, et tu vois que les constructeurs n'ont plus envie d'investir alors qu'ils sortent des GT3, etc. Et c'est là que ça va être intéressant.
Bon, on va finir très vite fait sur cette petite émission de ce mardi soir. Est-ce que vous avez un peu regardé la Formule 1 depuis le début de la saison, messieurs, ou pas du tout? J'ai regardé Riyad. Ok. C'est la seule course que j'ai regardée. J'avais même pas vu. Il y en a une la semaine dernière avec un joueur. Là. Il y a 15 jours, on était à Hyderabad en Inde. Ouais. Ben, enfin, malheureusement, j'ai été au courant après la course, comme assez souvent en FE. Alors, on peut pas tout suivre, mais enfin, moi, je sais que sur Twitter, 95% des comptes que je suis, c'est des comptes sport auto au sens large. Et j'ai appris après le week-end qu'il y avait une course d'endurance. À Riyad, c'était pas mal. Il y a parfois un petit manque de vitesse, d'impression de vitesse en tout cas dans les voitures. Mais moi, je trouvais ça bien. J'ai trouvé qu'il y avait un plateau assez homogène. On voyait pas forcément les têtes historiques. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes de performance liés aux pneus en Cook, c'est ça maintenant Ah, c'est des nouveaux pneus, ouais, à absolument. la place de Michelin. Donc apparemment il y a eu une gros delta de performance et certaines équipes se sont mieux adaptées que d'autres et donc ça participe à l'effet perte de vitesse visuelle, d'effet visuel de vitesse. Mais ça m'avait l'air intéressant quand même, plus intéressant que certaines saisons de Gen 2. Ouais. Donc Je pense qu'il faut en parler de cette Gen 3 alors elle est pas belle, hein, par contre qui est là-dessus. plus adaptée au circuit de Formule 1 et qui est plus sympathique à suivre. Ouais, et c'est la première. Enfin, je ne vais pas dire que c'est la première fois dans l'histoire du sport, mais on a des voitures plus petites, moins larges, moins longues, plus légères. Et ça fait du bien aussi, parce que quand on voit les voitures qui prennent. Enfin, aujourd'hui, une F1, c'est 5,50 m. Enfin, c'est une classe S. Enfin, c'est pas possible. À Monaco, c'est pas possible. Non, mais c'est clair. Là tu as vraiment des voitures. Je trouvais que tu parlais de Riyad et c'était un bon exemple parce que Mexico, bah, c'est un circuit qui est quand même un circuit non urbain à la base, donc il n'y a pas trop de points de comparaison. À Hyderabad, c'est la première année où on y allait. Riyad, c'était vraiment un bon point de comparaison et on voyait des voitures, enfin des dépassements dans des endroits qu'on voyait pas forcément avant. En fait, il y avait des dépassements, tout simplement, ce qu'il n'y avait pas vraiment avec la Gen 2 sur des circuits comme Riyad. Donc là-dessus, enfin, je trouvais ça un peu mieux avec cette nouvelle Gen 3, même si elle est pour certains moche. Moi, elle me dérange pas, mais je comprends qu'on puisse la trouver très moche, notamment l'avant, l'aileron, là, comme ça. Après, Je préférais la Delta Wing. Après, sur les dépassements à Riyad, forcément, bah, ils étaient moins nombreux qu'à Mexico. Largeur de la piste. Non, mais c'est clair, t'as raison. C'est pas un circuit urbain Mexico, donc c'est tout de suite, c'était la grande feu. Enfin, il y avait des dépassements de partout. Non, moi je remarque que c'est de plus en plus professionnel, c'est de plus en plus serré. Et il était temps, hein. Ça fait 10 ans quand même. Il y a une véritable. Ça avait bien dépassé. Et on est sur une véritable gestion. Donc ça, c'est gestion au sens large. C'est-à-dire que bah, par moment, on peut aller à fond, ou alors on essaie de faire une course assez tranquille, et dans les derniers tours, si on a un petit gain d'énergie, bah, dans ces cas-là, on essaie d'y aller. Ouais. Après, bon, c'est un débat qu'on a déjà eu, mais encore une fois, c'est une catégorie qui a déjà fait 100 courses. Donc il était temps qu'elle aille à un step supérieur. Et maintenant, dans les 100 prochaines courses, il faut vraiment sortir des circuits urbains. Il faut avoir quelques joyaux comme ce qu'on pourrait avoir en F1 finalement, avec des Singapour, des Monaco, des circuits intéressants comme ça. Mais je pense qu'il faut vraiment partir sur des circuits hors urbains, mais des vrais circuits. Pas des Jarama où on met une chicane en plein milieu, où on prend des routes alternatives, machin. Il faudrait des vrais circuits. Et je pense que pour l'instant, la FE est peut-être encore un peu frileuse sur le fait de se comparer aux autres en termes de temps. Je pense que ça leur fait peur. Mais tu vois, c'est pas l'intérêt parce que tu as des pneus quasi routiers, tu vois. Tu avais un pneu avant qui était pas si loin du Plus Sport Cup. C'est des pneus qui sont pas très loin des pneus du commerce. Alors évidemment, c'est pas les mêmes gommes, mais tu regardes les dessins, c'est des pneus qui restent durs pour de la compète parce que tu dois avoir quelques trains dans le week-end, mais clairement pas autant qu'en F1 ou d'autres catégories. Tu as un design qui est là pour être aussi bien sur le sec, sur la pluie, sur le froid, sur le chaud, sur la neige, ce que tu veux. Donc, tu peux pas te comparer aux autres, c'est normal, c'est le parti pris de la discipline. Il faut qu'ils l'assument, je pense, et pour l'instant, ils sont pas encore tout à fait à l'aise avec ça, je pense. Après, tu parlais d'aller sur des nouveaux circuits. Moi, je suis pour aller sur des nouveaux circuits, mais pour l'instant, peut-être urbains, mais des circuits urbains normaux. Retourner pourquoi pas sur la version longue de Long Beach, qui est un circuit très large, urbain. Essayer d'aller à Jeddah au lieu d'aller à Riyad sur un circuit qui est plus large. Pourquoi pas? Moi, je suis chaud pour revenir à Punta del Este, qui était un circuit de touring car avant de devenir un circuit de Formule 1, donc qui était aussi large. Voilà, Punta del Este, c'était super bien. Bon, aujourd'hui, on peut plus trop y retourner, mais le circuit de Moscou en saison 1 était vachement bien aussi, était assez large, mais bon, je me rappelle pas pour la période. Ouais, il était pas mal. Mais
Mais je pense qu'il y a des circuits comme ça qui pourraient tester. Effectivement, bon, ils seront plus lents, tu as dit, en termes de temps, mais après, l'IndyCar est allé une fois à Austin comme la F1, bah, ils se sont pris plus de 15 secondes, et puis on s'en fout, on n'était pas là On pour s'en ça, et puis fout. on était très content que Colton Herta gagne, et c'était une super course, et puis voilà. Il faudrait qu'ils se Donc, trouvent leur Singapour en fait. Et ça c'est pourrait ça. les booster avec un circuit large, en ville, mais large, etc. Où tu peux quand même doubler avec des courses intéressantes, qui aurait un challenge physique en plus, éventuellement. Ça pourrait être intéressant. Mais pour moi, Punta del Este peut largement être ce circuit-là. Ils vont à Monaco aussi. Marrakech, ils y sont allés quelques années. C'est un circuit qui sert aussi pour le touring car qui est un peu Oui. plus large. Ça peut être aussi intéressant. Enfin, là, Hyderabad, c'est un circuit sur lequel en Inde, ça roulait déjà dans des catégories internes au pays. Moi, je suis plus pour ce circuit-là que le truc qu'on a eu à Rome où c'est un circuit Mario Kart avec des 3 mètres de large. Enfin, ça sert à rien. Ou Paris les Invalides qui était pareil, il y avait 5 mètres de large, Ça marche pas. ça Non. marche pas, voilà. Donc ouais, il y a des circuits urbains larges partout. Je pense qu'en Australie on peut y aller. Voilà, il y a plein de pays où ça marche. Il y en a en Thaïlande avec Bangsaen. Il y en a partout. Il faut y aller. Et après, comme tu as dit, aller aussi sur des routiers, mais pas nous faire le routier comme à Mexico ou en Espagne, à Valencia, faire un vrai routier. Un routier court, hein, mais il y en a plein dans le monde des routiers courts Ouais, qui peuvent. mais ne serait-ce qu'aux États-Unis, tu vas à un Lime Rock ou quelque chose comme un Mid-Ohio, je pense que ça serait typiquement adapté, quoi. Non, mais voilà, en Europe du Nord, il y en a plein. En Norvège, au Danemark, t'en as des routiers Ouais, de ouais. 2 km 5, 3 km. Tu peux trouver, c'est Exactement, facile. exactement. En Angleterre aussi, hein. Oh, ça se... Un Brandzatch en FE, ce serait exceptionnel. Voilà. Exceptionnel. Non, mais Brandzatch en FE, moi Et je suis c'est un pour. exemple simple, mais tu prends des Knockhill, tu prends des Je Snetterton, pensais, tu prends, bah, tu enfin, vois, il je y en a pensais à ces plein. circuits-là quand je passais des petits circuits. Voilà, ça va Croft, vite. Holton Park, enfin, étant fan de BTCC, je peux vous en sortir toute la journée, mais Non, mais il mais y en c'est aurait plein, clair. quoi. Alors, effectivement, on n'ira pas à Truxton, mais sur les autres, on peut largement faire Ouais. un truc, quoi. En Australie, tu peux aller à Simon Plains, tu peux en faire Ouais, plein, quoi. ouais, ouais, Au typiquement. Japon, Tsukuba pourrait être une idée. Il fait 2 Ouais. km. Même Motegi, hein. Même Motegi ou full, ça se fait bien. Ouais, le Twin Ring, quand même, il est full, il fait 4 km 5. Il fait tant que ça? Ah Je ouais, ouais, pensais bah qu'il c'est un était plus circuit dans les 3 MotoGP, hein. km. Ouais, mais je pensais qu'il était plus dans les 3 km. Ah Alors ouais. peut-être qu'il y a le East, tu parles c'est juste la version qui reste dans l'anneau. Oui, oui, je pensais à celui-là, ouais. Ouais, je Ok, pensais à d'accord, bah celui-là est plus court, ouais, effectivement. Ouais. Mais ouais, t'as celui-là, t'as Tsukuba, t'en as plein au Japon. Enfin bref, t'en as partout autour du monde. Il faut commencer pour la FE. Si on peut retourner en Chine au lieu de retourner à Sanya sur circuit horrible, pourquoi pas aller à Wuhan, qui était le circuit de touring car en Chine et qui était large. Enfin voilà, il faut explorer. La FE peut explorer. Mais oui, il faut sortir de ces circuits-là qui empêchent les On, dépassements, surtout qu'on a une voiture avec des dépassements qui peut les permettre. on pourrait avoir un Jeddah court comme un touring car. Tu vois, bah, tout à l'heure, je parlais je pense que ça buguait au moment où j'ai dit Jeddah, mais j'y pensais. Jeddah court comme en touring car. Franchement, le circuit il fait 3 km, il y a 6 virages, la piste elle est large. Et avec des FE, tu peux avoir du très très beau spectacle, hein. Sur Jeddah court, moi je. Et même sur la version court de Sakir, Ouais, par comme exemple. F1 2020, tu vois. Ouais, c'est vrai, On ça peut, se fait. on peut en citer On peut tout des. penser. Ouais, ouais. Voilà. Alexandre Agag, engage-nous, on va t'en faire des calendriers. 2026, on a supplanté la F1, tu vois. Par contre, Lucas Di Grassi, hop. Non, Oula. mais c'est lui qui a inventé le championnat, il peut pas. Ah Il oui, a pardon, pardon. dessiné la voiture, il va dessiner les circuits. Il va... Bah, c'est lui qui a inventé l'électricité déjà. Bah oui. Ah, si vous connaissez pas le personnage, allez le suivre sur Twitter. C'est un monument. On le respecte énormément, mais ça reste un monument. On l'aime, mais On bon, l'aime un peu à son insu quand même. voilà. Bon, messieurs, on devait faire 20-25 minutes et puis finalement on a fait 50 minutes, c'était très bien, hein, J'ai pour envie ce de dire petit comme live. d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, mes Dès qu'on petits lives de enregistre un retour. podcast, voilà. C'est comme si on enregistrait un podcast, sauf que là on va pas couper. C'est génial. 2023, on prend les mêmes, on recommence et on change rien. Ah bah si Incroyable. vous aimez pas nos troncs, habituez-vous, hein, parce que vous allez les voir. Voilà. Mais bravo au chat, ne dites pas bravo à nous, dites bravo à vous. Bravo à vous d'être venus. C'est vous Ouais, qui. bravo à vous d'avoir tenu. Merci à vous d'être venus et de nous avoir suivis. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et puis on va essayer d'en faire plus souvent. C'est vrai que bon, il y avait des lives où on était 10, 15, voilà, ça participait. Il faut on va se remettre dans le rythme. Ça a été un hiver très calme pour nous, mais on va se remettre dans le rythme. Et puis il y a plein de sports autostadés. Thomas a énoncé toutes les catégories du GT3. Il s'engage à tout regarder pour vous. Non, non, non.
J'ai dit Adak GT Master et GT World, ça fait 10 courses dans l'année, c'est bon. Pierre va regarder de la Truck Series et de l'Arca pour vous. Il Oh. s'engage maintenant. Avec Ouais, Francky bien Muniz. sûr, bien en sûr, Arca. t'as raison, oui, bien sûr. Et donc, quand il fera 17 sur 34, on pourra dire Malcolm in the Middle, évidemment. Et oui, parce qu'on rappelle en Arca. Non, il est en Arca ou il est en National Il est en Arca, il me Il est semble. en Arca. Donc voilà, Frankie Muniz, l'acteur de Malcolm in the Middle, pilotera cette année en Arca, et ça c'est bien. Exactement. Et puis sur ce, messieurs, eh bien, on peut se dire une bonne soirée. Je Eh ben, pense. bonne soirée à tous. Merci à vous de nous Merci à avoir ceux suivis. qui étaient là dans le chat. Merci à ceux qui nous ont suivis. Puis à bientôt. On se retrouve Merci de bientôt. nous avoir suivis, merci pour vos Salut. commentaires et très bonne soirée. Ciao, ciao, Merci, ciao. bonne soirée. Salut à tous.